I ask that the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Quelques jours plus tard, c'est au tour d'Hitler de déclarer la guerre aux États-Unis. Désormais, le pays peut devenir la cible numéro 1 de l'Allemagne. Les Alliés sont tout à fait conscients que l'Allemagne a un immense pouvoir militaire et scientifique. Ils sont paniqués. Ils savent qu'Hitler est un homme impitoyable et qu'il n'hésitera pas à utiliser cette bombe, s'il l'a en premier, sur Londres ou Washington. Construire une bombe atomique devient la priorité absolue de Roosevelt. Et il est persuadé d'entamer avec l'Allemagne une course contre la montre. C'est à celui qui aura la bombe en premier. Et d'après le président, le Reich a déjà un train d'avance. Ils auraient un an et demi d'avance sur le programme américain. Cela signifie qu'ils pourraient avoir la bombe pour Noël 43 ou l'été 44. Et cela serait dévastateur. Fabriquer une bombe atomique alors même que personne ne sait si cette arme est réalisable, et en plus rattraper 18 mois de retard, le défi de Roosevelt semble insensé. Alors, il va mettre les grands moyens. Au total, plus de 600 000 personnes vont être recrutées. Des villes entières et des usines vont sortir de terre en quelques mois. Dans des laboratoires flambant neufs, les meilleurs scientifiques du monde vont travailler dans le secret le plus absolu et avec des moyens illimités. Nom de code de ce programme militaire inédit, le projet Manhattan. À sa tête, deux hommes au profil radicalement différent. Leslie Groves, le militaire, et Robert Oppenheimer, le scientifique. Groves a été choisi par Roosevelt lui-même pour diriger le programme. L'homme a un profil hors norme. Il est à la fois général et ingénieur, et son expérience est indiscutable. Il a construit le Pentagone, le plus grand quartier général des forces militaires au monde. Le général Groves a été appelé l'homme indispensable du projet Manhattan. C'était une boule d'énergie. Il avait plus d'énergie et il était plus déterminé que n'importe lequel de ses pairs. Il disait « Chaque difficulté doit être résolue en 1 heure maximum ». C'était un homme grand, corpulent, imposant, puissant. Il a dit OK, et il s'est mis au travail tout de suite. Sa première mission, trouver l'homme qui devra diriger les scientifiques. Son choix s'arrête sur Oppenheimer, un brillant physicien qui enseigne à Berkeley en Californie. Mais ce choix va interloquer la communauté scientifique car Oppenheimer n'est pas le meilleur dans son domaine. Les gens ont dit « Groves a choisi Oppenheimer, mais c'est très étrange. Oppenheimer n'a jamais géré aucun projet ou accompli ce que d'autres scientifiques ont fait. Certains étaient des prix Nobel, ils étaient là depuis le début du projet. Mais Groves choisit toujours des gens plus jeunes, qui ont de l'énergie et de l'ambition pour accomplir un but. Et il a vu cela en Oppenheimer. Il l'a remarqué immédiatement. Un choix d'autant plus surprenant qu'Oppenheimer n'a rien à voir avec le style autoritaire et intransigeant de Groves. Oppenheimer, par contre, ressemblait à un poète sensible, ce qu'il était d'ailleurs. Il portait sur lui les poèmes de Baudelaire. C'était un philosophe, il parlait 7 langues. Il avait même étudié les textes sacrés hindous. C'était un homme profondément sensible. Malgré les différences notables entre les deux hommes, Roosevelt place toute sa confiance dans ce duo et leur donne carte blanche. Dès le départ, Groves a eu un pouvoir absolu. Il avait tous les moyens du gouvernement américain à sa disposition. Il avait tout l'argent qu'il voulait, tout ce dont il avait besoin. Il a compris très tôt qu'il y allait avoir une compétition pour les ressources. Et donc, il avait besoin d'avoir la priorité sur toutes les matières. Que ce soit
le cuivre, l'or, l'argent. Il avait la priorité absolue. Premier problème pour Groves, où créer les infrastructures pour fabriquer la bombe? Impossible de la construire dans un laboratoire situé dans une ville, les équipements sont gigantesques. Rien que l'usine d'enrichissement d'uranium mesure 1 km de long. Et il y a d'autres exigences. Groves voulait que les sites soient isolés car ils étaient top secrets. Il ne voulait pas que les gens sachent. En plus, c'était le premier complexe de ce type. La première fois qu'on construisait un réacteur nucléaire qui allait monter jusqu'à 2000, 3000 degrés. Et ça aurait pu exploser. Ils n'avaient jamais construit une chose pareille. Il fallait donc s'assurer qu'il n'y ait personne autour, au cas où quelque chose se passe mal. En plus, Groves ne veut pas que la bombe soit construite sur un seul site, mais sur 3. Car il s'agit d'une première, alors il faut essayer plusieurs méthodes. Un premier complexe immense est construit à Oak Ridge, dans le Tennessee, destiné à fabriquer de l'uranium. Puis un deuxième à Hanford, près de Seattle, pour la production du plutonium. Reste à trouver l'emplacement idéal pour le troisième site, le plus crucial, celui où sera assemblée la bombe. Et pour cela, il faut un emplacement encore plus isolé, encore plus secret. Groves est dans l'impasse. Oppenheimer a une idée. En novembre 1942, il emmène Groves dans le Grand Ouest américain, au Nouveau-Mexique. Oppenheimer connaissait le coin, car il avait un ranch au Nouveau-Mexique. Il adorait cet endroit. Il faut dire que c'est vraiment magnifique, c'est splendide. Alors il visite plusieurs emplacements. Et Groves dit, non pas celui-là, pas ici, non pas ici non plus. Il demande à Oppenheimer, est-ce que vous connaissez un autre endroit? Et Oppenheimer répond, eh bien il y a une école là-bas, l'école de Los Alamos, dans la plaine. Groves et Oppenheimer découvrent cette scène de jeunes garçons en train de faire du sport. Et immédiatement Groves dit, c'est là, voilà. Alors ils font fermer l'école, ils délocalisent les enfants et ils prennent les rênes de cet endroit qui était déjà habité. C'est donc ici, à Los Alamos, sur ces terres extrêmes à 2500 mètres d'altitude, que va être créé le plus grand laboratoire atomique. Et c'est là qu'Oppenheimer compte bien faire venir les meilleurs scientifiques du monde. Le problème, c'est qu'il va falloir les convaincre. Comment les motiver à quitter leur vie pour venir s'installer au milieu de nulle part et pour un temps indéterminé? Et surtout, comment Oppenheimer va-t-il leur faire accepter de travailler sur un projet dont personne ne peut même affirmer qu'il fonctionnera? C'est tout le dilemme de Groves et Oppenheimer. Ils ne savent pas si ça va fonctionner. Peut-être que ça va pas marcher. Peut-être que ça va être un échec. Ils vont appuyer sur le bouton et puis rien ne se passe. Peut-être que ça va foirer, que ce sera un échec. La tâche d'Oppenheimer est délicate. Alors, pour recruter les meilleurs cerveaux, il prend son bâton de pèlerin et sillonne en train les États-Unis. Pendant 1 an, il tente de les convaincre l'un après l'autre avec un argument imparable. Voilà ce qu'il leur dit. Que ce sur quoi ils vont travailler ne va pas seulement permettre de terminer cette guerre, mais aussi sûrement les autres guerres. Donc il a fait appel à leur patriotisme, à leur haine viscérale de l'Allemagne, d'Hitler et de son régime antisémite. Et c'est plutôt convaincant pour la plupart des scientifiques. Si Einstein n'est pas autorisé à participer au projet à cause de ses convictions pacifistes, Oppenheimer a réussi son pari. Les meilleurs scientifiques du monde sont à ses côtés, et parmi eux, 20 prix Nobel. Au printemps 1943,
Ils arrivent dans le désert du Nouveau-Mexique, à Los Alamos.